Bonjour, aujourd'hui on va regarder les exercices concernant les listes chaînées. On va tout d'abord commencer par observer comment on pourrait essayer de répliquer le comportement d'une liste chaînée à l'aide d'un tableau dynamique. Donc c'est l'exemple Dynamic Array. Si on regarde au niveau de l'exemple, j'ai ma classe Dynamic Array qui permet d'encapsuler tout le comportement, le traitement qui est relié à la logique de maintenir l'état du tableau dynamique. Comme variable, j'ai tout d'abord la taille. Donc, la taille, c'est combien d'espace total est disponible au niveau de mon tableau. Ensuite, la variable endIndex représente combien d'items occupent un espace dans le tableau. Donc, ça pointe vers la case du tableau, la prochaine case disponible dans le tableau. Puis finalement, j'ai mon tableau en tant que tel, qui est un tableau dynamique, donc étoile. Puis mon tableau, en fait, même si c'est des entiers que je veux stocker dedans, bien, on utilise le mécanisme de pointeur parce que les cases qui sont inoccupées dans mon tableau, bien, vont contenir nul, en fait. Donc, mon tableau ne peut pas être seulement un tableau de int, parce que je ne pourrais pas mettre nul. Donc, en ayant un tableau de pointeurs d'entiers, bien, là, je peux mettre nul dans les cases qui sont inoccupées. Puis, j'ai juste à allouer un entier pour les cases qui doivent contenir une valeur. Donc, un tableau dynamique de pointeurs de int. Si on regarde un petit peu là, au niveau d'un schéma, à quoi ça pourrait ressembler, c'est un petit peu ça que j'ai ici. J'aurais un tableau qui a une taille de 10. Donc, il y a 10 cases. Les index 0 à 9, puisque les tableaux sont basés sur l'index 0. Le endIndex, au départ, quand je viens de créer mon tableau, il est à 0 parce que la prochaine case disponible dans le tableau, c'est la case 0. Il n'y a rien dedans. Mon pointeur array pointe sur le premier élément de mon tableau, comme on a vu au niveau des tableaux dynamiques. Puis, chacune des cases de mon array contiennent un pointeur, mais qui pointe sur nul initialement parce qu'il n'y a rien dedans. Donc, tout est nul partout. Si on continue à regarder au niveau du code, j'ai une méthode ici qui sert simplement à faire l'initialisation de mon tableau. Comme on voyait ici où tout était à nul au départ, c'est avec cette petite méthode-là que je passe chacune des cases du tableau nouvellement initialisées, plutôt allouées, puis que je les mets toutes à nul. J'ai une méthode resize ici qu'on va regarder un petit peu plus tard en détail. Puis sinon, au niveau des méthodes publiques qui sont accessibles par le programme principal, j'ai la méthode getCount qui m'indique combien il y a d'éléments dans le tableau. Puis en fait, combien d'éléments dans le tableau, ça peut être représenté tout simplement par la variable endIndex. Si ma variable endIndex, donc la prochaine case disponible dans le tableau, est égale à l'index 0, il n'y a aucun item. Puis si je regarde un autre type de schéma, où j'ai certains éléments dans mon tableau. Ma variable array, ça ne change pas, elle pointe tout le temps sur le début. Okay? C'est mon pointeur de mon tableau dynamique. Mais les cases 0, 1 et 2 contiennent des items. Ma variable endIndex, qui représente la prochaine case disponible dans le tableau, c'est l'index 3, qui présentement est à nul parce qu'elle ne contient rien. Mais combien il y a d'éléments dans mon tableau? C'est la valeur de endIndex également. Il y a 3 cases qui sont occupées. Donc, on peut retourner directement cette valeur-là. J'ai mon constructeur qui initialise la taille totale, le endIndex initial à 0, puis qui initialise le tableau dynamique de pointeur d'entier, donc selon la taille qui est reçue en paramètre, puis on fait l'initialisation pour s'assurer que toutes les cases sont à nul en partant. J'ai également un destructeur parce qu'étant donné qu'on fait des allocations dynamiques de mémoire, c'est important de libérer cette mémoire-là par la suite. Donc, dans un premier temps, on parcourt toutes les cases
qui contiennent une valeur, donc toutes les cases avant mon end index. On les parcourt une par une, puis on va faire un delete sur cette case-là. Puis finalement, on va faire un delete sur notre pointeur du tableau pour libérer lui-même sa mémoire. Donc, c'est ce qu'on a ici. On a ensuite la méthode d'affichage qui permet d'afficher chacun des éléments du tableau. Donc, on passe toutes les cases du tableau parce que là, on est dans un mode un petit peu de visualisation en debug. Donc, on veut voir ce que contient notre tableau. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la variable size complète. Si on voulait voir seulement les membres qui contiennent des valeurs, il faudrait utiliser ici endIndex. Donc, ça nous afficherait les 3 premières cases. Donc, pour chacune des cases de notre tableau, on vérifie est-ce que cette case-là pointe vers un entier. Si l'array contient un pointeur différent de nul, on fait afficher la valeur. Sinon, on fait afficher un espace blanc entre les crochets. Donc, ça me donnerait comme résultat en haut, pour le tableau qu'on voit là, le résultat du show me donnerait 10, 5, 2, puis des cases vides pour les 7 autres cases. Puis je ne les dessinerai pas toutes, je manque un petit peu d'espace. Mais l'idée, c'est que pour chacune des cases, on valide s'il y a quelque chose dedans, on l'affiche, sinon on affiche un espace blanc entre les crochets. Donc, ça nous permet de valider ce que contient vraiment notre tableau. Ensuite, on a la méthode qui permet d'insérer un élément. La méthode d'insertion a 2 paramètres. Premièrement, la valeur insérée. Le main n'a pas besoin de savoir qu'on manipule des pointeurs pour avoir des nuls ou des cases mémoire occupées. Donc, il nous envoie tout simplement un entier, une valeur à stocker. Puis, il nous envoie à quelle position il voudrait l'insérer. Donc, avec ces données-là, on est capable de valider que l'endroit à lequel on veut insérer les données respecte les limites du tableau. Parce que pour l'utilisateur, le tableau, il se termine ici. L'utilisateur, c'est tout ce qu'il a accès en tant que tel au niveau du programme principal. Pour lui, le tableau, c'est un tableau de 3 cases. Il ne sait pas qu'on a des cases supplémentaires pour notre gestion à nous. Donc, il faut valider que l'index où il nous demande d'insérer est plus grand ou égal à 0. Mais il faut aussi valider qu'il est parmi les limites du tableau. Puis pourquoi on accepte plus petit ou égal à endIndex? Parce qu'il pourrait vouloir insérer à la fin du tableau. Donc, la dernière, une case plus loin que la fin, c'est accepté également. Donc, si l'index est dans les cases acceptées, on valide premièrement, est-ce que cette case-là fait déborder notre tableau? Si mon tableau, mon endIndex était rendu à 10, ça voudrait dire que les 9 cases de mon tableau sont pleins. Donc, mon endIndex est égal plutôt à la taille complète de mon tableau qu'on avait ici à 10. Donc, dans ce cas-là, il faut redimensionner le tableau avec la méthode qu'on voyait tantôt. Donc, on le redimensionne 2 fois plus grand que la taille qu'on a actuellement. On ne prend pas de chance. On a manqué d'espace en ce moment, on ne veut pas en manquer dans l'avenir. Donc, on double la taille du tableau. Ensuite, étant donné qu'on veut insérer un élément, probablement qu'on va être obligé de décaler les items. Si on insère à la fin, c'est pas trop, ça ne prend pas beaucoup de décalage. Mais si on insère, par exemple, un item à l'index 0, il faut que tous les autres éléments décalent d'une position pour faire de la place ici à insérer notre nouvel élément qui serait, je ne sais pas, moi, disons 7. Donc, on part de la fin du tableau, si vous remarquez bien, on part de notre endIndex qui est ici, la dernière case disponible, puis on déplace un élément à la fois en partant de la fin, parce que c'est la seule façon là, pour
ne pas avoir à garder une variable là, temporaire ou quelque chose de même, puis pas perdre d'informations. Donc, en partant de la fin, si on essaye de se redessiner ça un petit peu, là, donc, disons que ici, ici et ici, j'ai quelque chose, puis ici, j'ai nul. Mon end index va être ici. Faites attention, là, ce n'est pas un pointeur, ça représente vraiment 0, 1, 2, 3. Donc, mon end index est à 3. Ben, dans ma boucle, on part de 3 jusqu'à la position où on veut insérer. Donc, si on insère à l'index 0, on va partir de 3 jusqu'à 1, puis on va décaler chaque case du tableau. Donc, de 3, on va décaler la case 2 dans le 3. Rendu à 2, on va décaler la case 1 dans 2. Puis rendu à 1, on décale la case 0 dans 1. Puis maintenant, ça fait qu'ici, ben, il n'y a plus rien. Mais on vient de faire de l'espace en réalité pour notre nouvelle insertion qui serait un nouveau bloc de mémoire qui contiendrait quelque chose. Okay, donc, c'est ça l'histoire du décalage. Puis, c'est ici qu'on insère à la position, par exemple, 0, notre valeur dans une nouvelle allocation mémoire, un new int. Puis là, bien sûr, étant donné que notre tableau, ici, on contient plus nul, étant donné qu'on a décalé nos cases, ben, mon end index aussi, il faut qu'il avance. Il faut qu'il devienne à 4. Puis là, mon 3, c'est plus bon. Fait que maintenant, ici, ça représente mon end index. À noter que toutes les cases, là, on les a initialisées à nul au début. Là. Je ne le dessine pas à chaque fois parce que c'est un petit peu plus long, mais n'oubliez pas qu'elles contiennent toutes nul initialement. Donc, la méthode d'insertion, ça ressemble à ça. On a une méthode raccourcie qui s'appelle append. Donc, append, par défaut, elle ajoute à la fin. Elle ajoute à end index. Donc, c'est sûr que ça ajoute à la fin du tableau, mais ça ne fait que réutiliser la méthode insert, qui est plus générale, qui peut insérer à n'importe quelle position de notre tableau. On a ensuite la méthode de suppression. Quand on supprime, on dit juste supprimer à un certain index, donc quelle case on veut supprimer. On valide que c'est bel et bien une case qui fait partie de notre tableau. Donc, encore là, dans le même ordre d'idée, si je me redessine un petit tableau, avec, disons, que je mets 3 cases. Puis ici, j'ai encore à 3, c'est mon end index. Oups, comme ça. Bien, il faut que la case à supprimer soit une de celles qui a quelque chose dedans, donc de 0 à 3. Bien, 0, 1 ou 2, selon où je suis rendu dans mon end index. Donc, c'est ce qu'on valide ici. Ensuite, on peut faire le delete de l'allocation mémoire qui est cet espace-là. Donc, si on essaie de delete le 0, de supprimer l'élément à la position 0, bien, on va faire le delete. Donc, on libère la mémoire à cet emplacement ici. Puis ensuite, il faut faire le principe de décalage, mais là, étant donné qu'on ramène vers l'avant, on peut parcourir dans le sens traditionnel. Donc, on va partir à 1. Oups, c'est encore en mode efface. On part à 1. À 1, on va chercher la case suivante, puis on la ramène ici. Après ça, à 2, on va chercher la case suivante, puis on la ramène ici. Donc, ici, on se retrouverait avec une case, puis elle qui est disparue, puis qui est maintenant à nul. Parce qu'on met chaque case à nul.
On n'oublie pas de rapprocher notre end index. Ici, notre 3, ben, il est maintenant rendu ici à 2. Donc, notre end index est mis à jour. Puis là, on fait une petite validation concernant l'espace. Donc, on vérifie si notre end index est inférieur à la taille divisée par 2. Bien là, on va rapetisser le tableau en lui donnant une taille de la moitié de sa taille actuelle. Donc, en ce moment, en ayant un end index à 2, puis une taille totale à 10, 10 divisé par 2 donne 5, donc 2 est plus petit que 5, on pourrait redimensionner notre tableau à 5 cases pour libérer la mémoire. On a ensuite la méthode indexOf qui nous permet de récupérer la position selon la valeur. Donc, c'est pas bien compliqué. On parcourt chacune des cases jusqu'au end index. Puis on vérifie est-ce que la valeur contenue pointée par ce pointeur-là, c'est la valeur qu'on cherche. Si oui, on retourne la position où on se trouvait. Si on retourne -1, c'est que l'index n'a pas été trouvé, vu qu'on sait que dans un tableau, l'index -1 n'existe pas. Ensuite, on essaie d'aller récupérer la valeur à une certaine position. Donc, on valide si la position est entre les valeurs autorisées, donc une des valeurs qui pointe vers un entier, donc entre 0 et plus petit que end index. Donc, ça serait une des cases qui contient une valeur. Si oui, on retourne le pointeur à cette adresse-là. Puis pourquoi on utilise un int étoile? C'est parce que si l'index passant en paramètre est, je sais pas moi, 80, notre tableau, il n'y a pas l'index 80, il va retourner nul, comme quoi l'item à cette position-là n'a pas été retrouvé. Donc, c'est pour ça qu'on manipule via le pointeur. Dans notre tableau, ça va très bien vu que c'est déjà tous des pointeurs, puis ça nous permet de retourner nul dans le cas où l'item n'est pas trouvé. Donc, si on va voir la fameuse fonction de resize qu'on a vu 2 fois, autant pour agrandir que pour rapetisser, l'idée, quand on fait un redimensionnement, c'est qu'il faut créer un nouveau tableau. On a notre tableau initial, qui est, disons, d'une certaine taille, 1, 2, 3, 4, 5 de long, donc de 0 à 4. Il est 5 de long. Puis, disons qu'il est plein. Okay? Toutes les cases sont occupées. Chaque pointeur contient une valeur vers une case. Donc, quand on veut insérer une nouvelle valeur, notre fonction resize va être appelée, comme on a vu tantôt. Quand on va resize, on va faire la taille x 2. Donc, on va allouer un nouveau tableau de pointeurs d'entier du double de la grandeur. Donc, on aurait 10 cases. 10, effectivement. Donc, de l'index 0 à 9. Donc, ça, c'est mon new array qui est juste ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que pour chacune des cases où il y a une donnée, en considérant que mon end index est égal à 5, parce qu'il dépasse, il est aussi grand qu'il est égal à la 16, donc c'est pour ça qu'on grandissait. On va parcourir chacune des cases, puis on va faire pointer notre nouveau tableau sur les valeurs qu'on avait déjà. Puis pour les cases suivantes, on veut s'assurer qu'il y ait nul dedans. Donc partout, on va mettre du nul dedans. Donc, rendu ici, notre nouveau tableau, il contient toutes les valeurs qu'on avait déjà, puis les cases supplémentaires sont initialisées à nul. On peut donc mettre à jour la variable 16 de notre classe Dynamic Array pour avoir le bon état. On delete notre array précédente, seulement l'array, parce que les items, on les réutilise. Chacun des pointeurs des cases du tableau, on les conserve, ces données-là en mémoire. On fait juste déliter le
pointeur du tableau en tant que tel pour libérer cette mémoire-là. Puis, on assigne le nouveau pointeur vers le début de notre nouveau tableau. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de redimensionner. C'est le même principe qu'on agrandisse ou qu'on rapetisse. Si je me rapetisse ensuite dans mon tableau, dans un tableau de 4, disons, ben, on va prendre les éléments dont la case mémoire contient un pointeur vers un entier. On va les assigner, puis les autres, on va leur mettre nul dedans. Puis la taille plus petite, ça fonctionne exactement le même principe. Si on regarde maintenant l'exécution de ce programme-là, on va le démarrer. Donc, au niveau du main, on se crée notre dynamic array de 3 cases. On affiche notre dynamic array. Donc, on remarque ici, il y a 3 cases vides. Ensuite, dans les cases, on va insérer 10 éléments, les entiers de 1 à 10, en utilisant la méthode append. Donc, on ajoute tout le temps à la fin. Puis, à chaque fois qu'on ajoute un entier, on fait afficher notre tableau. Mais étant donné qu'initialement, notre tableau il est 3 de long, puis qu'on veut insérer 10 valeurs dedans, c'est sûr qu'il va devoir être agrandi. Il n'est pas assez grand pour contenir toutes les données. Donc, on remarque qu'une fois qu'on met le 1, tout est beau. 2, ça rentre encore. On rentre le 3. Mais quand on veut insérer le 4, bien là, il n'y a plus assez d'espace. Donc, notre tableau va être redimensionné, puis il va passer de 3 cases à 6 cases. Ensuite, on peut faire certains ajouts. Puis quand on va arriver à 7, ça va être le même principe. De 6 à 7, bien, le tableau doit encore être redimensionné parce qu'il est plein. Donc là, on tombe avec un tableau de 12 cases. On continue à faire nos ajouts. En fait, de 1 à 9, donc on saisit 9 éléments. Une fois que les 9 éléments sont saisis, bien là, on fait une insertion, mais à une case particulière. On va insérer la valeur 33 dans la troisième, à l'index 3, donc dans la 4e case. C'est ce qu'on a juste ici. Donc, à l'index 3, 0, 1, 2, 3. Notre chiffre 33 est inséré, puis on remarque que les valeurs 4, 5, 6 jusqu'à 9 ont dû être décalées d'une position. Même principe, on insère 11, mais à la position 0, donc complètement au début, ce qui implique de décaler toutes les autres cases. Ensuite, on supprime la case, ce qui est contenu à la case 2, à l'index 2 plutôt, donc la troisième case, 0, 1, 2. Ben, on remarque que mon 2 n'est plus là, donc les éléments ont été décalés vers la gauche après la suppression. Ensuite, on supprime plusieurs éléments à la tête, donc un à la suite de l'autre, on va supprimer l'élément de tête, donc on va supprimer initialement 11, après ça 1, 3, 33, jusqu'à temps d'arriver, on va supprimer tous ces éléments-là pour se retrouver qu'il nous reste seulement 7, 8, 9. Ça implique que notre tableau, bien, il était trop grand pour rien, donc il a été redimensionné, il a été divisé par 2 sa taille. Ensuite, on délite l'index 1, donc le 8 ici est supprimé. On voit que le 9 a été décalé vers la gauche. Ensuite, on sait que notre tableau bien, il est capable d'ajuster sa taille. Bien là, on le reteste en réinsérant 9 valeurs, en utilisant un multiple de 10 juste pour les voir facilement. Donc, on va insérer 10, 20, 30, 40 jusqu'à 90. Donc, on insère les valeurs, ça redimensionne notre tableau sans problème. On va faire d'espace juste pour le voir sur une seule ligne. Donc, jusqu'à 90, on remarque que notre tableau il a réagrandi 2 fois. Une première fois ici, puis une deuxième fois ici. Ensuite, on cherche la position dans le tableau du chiffre 50. Donc, la position du chiffre 50, c'est l'index 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, effectivement. Ensuite, on supprime à cet index-là. Donc, mon 50 est disparu, les autres valeurs ont été décalées. Ensuite, on va aller récupérer l'item à une certaine position. Donc, si je vais chercher l'item à l'index 2, 0, 1, 2, ça me donne 10.
Si je vais chercher l'item à l'index 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça dépasse le contenu du tableau. Donc, qu'est-ce qui est récupéré? Nul, parce que la fonction item at peut retourner nul si l'item n'est pas trouvé. Puis bien sûr, si je donne une valeur complètement aberrante, ben, la position 50, il n'y a définitivement rien dedans. Donc, encore une fois, on a nul. Donc, on remarque que mon tableau il est très, très flexible, mais ça me demande beaucoup de manipulation, beaucoup d'opérations. À chaque fois que mon tableau change de taille, il faut tout que je recopie les items. Quand je fais une insertion, une suppression, j'ai tous les items à décaler. Donc, c'est quand même lourd à traiter. On va maintenant regarder l'exemple de la liste chaînée. Donc, encore une fois, j'ai une classe, linked list, qui me sert à encapsuler le comportement lié à la liste chaînée. Donc, la gestion des nœuds, l'insertion, la suppression, tout ça est caché derrière la classe de liste chaînée. Donc, pour le programme principal, c'est très simple de manipuler un objet de type linked list, puis de faire les opérations d'insertion, de suppression, d'affichage de la liste au complet, sans se casser la tête à savoir comment c'est représenté derrière. Si on regarde au niveau des membres qui composent ma classe linked list, tout d'abord au niveau des membres privés, on peut voir ici une définition qui est intéressante. La structure qui représente un des nœuds de la liste chaînée, je l'ai déclaré de façon privée à l'intérieur de ma classe linked list. Parce qu'en réalité, c'est la logique qui est associée à la classe de la liste chaînée de connaître un nœud est composé, de comment est composé un nœud. Puis, ça n'a pas besoin d'être accessible via le programme principal. Parce qu'en réalité, le programme principal, lui, tout ce qui a l'impression d'utiliser, c'est une liste d'entiers qui est représentée par la valeur du nœud ici. Donc, le fait que ça soit enveloppé dans une structure de type node, ça ne le concerne pas du tout. Donc, la structure de type node, elle a deux membres. Donc, la valeur, comme je vous expliquais que la liste chaînée va servir à contenir des entiers pour le programme principal. Donc, c'est ici qu'elle va être stockée. Puis, un pointeur de nœud, donc un pointeur vers un autre conteneur de type nœud pour indiquer l'élément suivant. Donc, c'est ce qui permet de constituer la liste. Ensuite, on a également le constructeur qui permet de construire un nœud, une nouvelle instance de nœud avec une valeur de type entier. Puis, le pointeur vers l'élément suivant. Donc, la classe liste chaînée peut manipuler facilement, créer des nouvelles instances de nœuds en assignant l'élément suivant. On a également une variable entière de type count qui sert à maintenir le nombre d'éléments qu'il y a dans ma liste. On pourrait le calculer à chaque fois qu'on a besoin plutôt que de le stocker puis de devoir maintenir l'état dans les méthodes d'ajout et de suppression. Mais ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de récupérer le nombre d'éléments dans la liste, il faudrait parcourir toute la liste puis compter combien d'éléments on passe, versus que là, en faisant la logique appropriée, on ajoute puis on soustrait au count là, quand on fait des ajouts et des suppressions. Puis finalement, le dernier membre, mais qui est très important, c'est un pointeur de nœud qu'on appelle head. Donc, c'est lui qui va permettre de trouver le début de la liste. Puis en ayant le début de la liste, c'est ce qui constitue notre liste en réalité, parce qu'à partir du moment où on a le début, on peut trouver chacun des éléments suivants grâce au pointeur ici, ptrnext, dans notre nœud. Donc, si on regarde un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la liste chaînée, j'ai ma structure node qui a deux membres, donc une valeur puis un pointeur de nœud qui indique le nœud suivant. Donc, un node, un nœud, c'est un conteneur. C'est une boîte qui contient des valeurs, donc la valeur qui est un chiffre, puis ça contient un pointeur next. Pointeur next, selon l'état de la liste, puis quel nœud est concerné, il peut y avoir une valeur dedans qui va pointer vers un autre nœud, ou il peut y avoir rien dedans. Soit c'est, en fait, surtout si c'est le dernier nœud de la liste. Donc, pour indiquer que c'est la fin de la liste, le pointeur suivant, c'est nul. C'est le dernier item de notre liste. On comprendra que s'il y a un seul élément dans la liste,
est définitivement le dernier, donc il sera également nul. Ensuite, notre fameux pointeur head, donc un pointeur de nœud qui représente la tête, lui aussi, il y a deux valeurs possibles. C'est un simple pointeur vers un conteneur de type nœud. Sa première valeur possible, c'est nul, donc dans le cas où la liste serait vide. Ou sinon, il peut pointer vers un nœud. Le nœud qui représente le premier élément de la liste. Donc, dans tous les cas, head est très important pour être capable de déterminer soit que notre liste est vide, ou soit que ça signifie le début de la liste, donc on peut accéder à tous les éléments suivants à partir de la tête. Oups. Donc, si on représentait une liste chaînée avec plusieurs éléments, ça veut dire que dans tous les cas, j'ai mon head qui permet de connaître le début de la liste. Si ma liste est vide, ici, j'ai nul. À partir du moment où j'ai quelque chose dans ma liste, head va pointer sur un nœud qui contient une valeur, puis qui contient un pointeur vers l'élément suivant. Lorsque j'ai seulement un élément dans ma liste, l'élément suivant serait nul. Si je me mets plusieurs éléments dans ma liste, avec une valeur, donc on va mettre 7 ici, 5, j'ai un pointeur suivant qui va aller, je sais pas, sur 3. Puis j'aurai une liste de 3 éléments, donc ici j'aurai nul. On va le réécrire comme il faut. Et voilà. Donc, toujours en ayant mon pointeur head qui me permet de trouver le premier élément, ben, dès que j'ai accès à un élément, je peux parcourir d'élément en élément toute ma liste jusqu'à temps d'arriver à la fin, qui est représentée par un pointeur suivant qui est égal à nul. Si on regarde au niveau des fonctions qui sont offertes par la classe LinkedList, ben, on a la fonction qui permet de savoir il y a combien d'éléments, un simple getter qui retourne la variable count. On a le constructeur. Donc, quand on construit initialement, on crée une instance de notre liste chaînée, ben, notre pointeur head est égal à nul. Comme on a vu ici tantôt, si ma head pour une liste vide, ben, il pointe sur nul s'il n'y a aucun élément dans ma liste. OK? Ensuite, j'ai mon destructeur de ma liste chaînée, de mon objet LinkedList. Ça va nous permettre de regarder comment on fait pour parcourir tous les éléments de la liste chaînée. Pour parcourir, l'idéal, c'est d'utiliser un pointeur intermédiaire, une variable intermédiaire que je vais appeler tracer, donc qui permet de tracer le parcours de mes items. Donc, c'est un pointeur de nœud. Le pointeur de nœud est initialisé à la valeur de la tête. Ensuite, avec ma condition où je dis tant que tracer n'est pas nul, parce qu'on se rappelle que tracer est un pointeur, puis la condition implicite que j'ai en me disant while tracer, ben je dis tant que tracer n'est pas nul. Je récupère le pointeur pointé par tracer. Ensuite, j'avance tracer vers le point pointé par le ptr next de où il se trouve actuellement. Donc, tracer est égal à le nœud que j'ai actuellement, son nœud suivant, qui peut être potentiellement nul. Tracer, pourquoi je l'ai stocké dans un pointeur intermédiaire? Ben, c'est pour être capable de le garder en mémoire, puis de faire le delete, donc libérer la mémoire, puisque je suis dans mon destructeur. Si je veux respecter les bonnes pratiques de C++, étant donné que chacun des nœuds est alloué dynamiquement, ben, en détruisant mon objet LinkedList, il faut que je libère la mémoire, puis je mets mon pointeur à nul. Puis bien sûr, ben, count peut être égal à 0, juste pour s'assurer que notre état est conservé.
Donc, si on regarde un petit peu en termes de dessin à quoi ça ressemblerait, j'ai ma liste chaînée ici qui contient 3 éléments. Quand je veux la parcourir, on a dit qu'on se faisait un pointeur tracer. Donc, j'ai un pointeur tracer. Initialement, je dis tracer est égal à head. Donc, tracer pointe ici. Puis après ça, dans ma boucle while, ben, je vais parcourir chacun des éléments en passant par mon pointeur suivant. Donc, je manipule ce que j'ai à faire avec mon nœud. Ensuite, pour avancer, je dis tracer est égal à tracer flèche PTR suivant. Donc, ici, le lien est défait. Puis je me fais un nouveau lien vers le PTR suivant. Puis après ça, même principe, je manipule ce que j'ai à faire. Puis je dis tracer est égal à tracer flèche PTR suivant. Donc, ça va me faire une nouvelle flèche comme ça ici. Puis ce lien-là est brisé. Puis finalement, même principe une dernière fois, je dis tracer, après avoir fait mon traitement, est égal à tracer flèche suivant. Bien là, flèche suivant, ça veut dire que tracer est maintenant égal à nul. Donc, la condition de mon while n'est plus respectée. Donc, on sort de la boucle, puis on continue le traitement qu'il y a à faire. Donc, ça serait la méthode pour parcourir une liste chaînée. Ici, on la parcourait dans le but de libérer la mémoire de chacun des nœuds. Si je voulais l'afficher ou quelque chose comme ça, j'utiliserais le même principe. Justement, au niveau de la méthode show, on utilise exactement la même logique, à la différence que mon tracer, là, je l'ai appelé PTR. J'avais moins d'inspiration. Tout d'abord, je fais simplement une petite validation où je dis si PTR, donc si il y a quelque chose dans mon pointeur, là, je vais faire le parcours. Sinon, j'affiche liste vide. Parce que si PTR est égal à nul, c'est que ma liste est vide. Ma head, en réalité, c'est qu'elle pointerait sur nul. Donc, dans le cas où ma head n'est pas nulle, c'est la même boucle. Tant que PTR, là, je fais mon petit traitement. Si PTR next, donc s'il y a un nœud suivant, je fais afficher la flèche qui représente le lien vers le nœud suivant. Puis, j'avance mon pointeur à l'aide du nœud, flèche PTR suivant. Ici, on utilise la flèche, je vous rappelle, parce que PTR, c'est un pointeur. Fait que c'est la flèche, c'est le raccourci plutôt que d'utiliser ce qui est pointé par PTR. Point PTR next. La flèche est synonyme de ça ici. C'est juste une syntaxe raccourcie pour écrire ce qui est pointé par PTR.next. C'est pour ça qu'on utilise la flèche. Vous allez voir qu'on manipule énormément les pointeurs au niveau des listes chaînées. Ensuite, si on veut faire l'insertion, pour faire l'insertion, il faut s'assurer que, en fait, on reçoit 2 paramètres. L'entier à insérer, la valeur, puis à quel index on veut l'insérer. Même principe que quand on a regardé le Dynamic Array, il faut s'assurer que l'index où on veut l'insérer correspond à notre liste chaînée. Par exemple, dans le cas que j'aurai ici, mes choix sont à l'index 0, à l'index 0, à l'index 1, à l'index 2 ou à l'index 3 qui serait la fin de la liste. Donc, d'où le plus petit ou égal, c'est parce qu'on peut insérer complètement au bout de la liste. On a parlé qu'il y avait certains cas particuliers au niveau de l'insertion et de la suppression dans une liste chaînée. Donc ici, étant donné qu'on a une liste simplement chaînée, puis qu'on maintient seulement l'état vers la head, le premier cas particulier, c'est de dire si ma liste est vide, donc dans le cas où il n'y a rien dans la liste, head va être égal à nul, donc on va passer ici. Donc la première insertion, head va être égal à
mon nouveau nœud selon la valeur reçue en paramètre. Puis le nœud suivant, le pointeur suivant de mon nouveau nœud est égal à nul. Parce qu'il n'y en a pas de nœud suivant, c'est le premier item de ma liste. Dans le cas où il y a déjà quelque chose dans ma liste, il faut que je vérifie. Est-ce que j'essaie d'insérer en début de liste? Donc, un autre cas particulier, parce que quand j'insère en début de liste, ça implique que je dois modifier le pointeur head pour le mettre à la bonne place. Donc, si j'insère en début de liste, c'est tout simplement de me créer un nouveau nœud qui va avoir encore une fois ma valeur, sauf que le pointeur suivant du nouveau nœud, ça va être égal à head parce qu'en fait, j'insère juste en avant de head dans ce cas ici. Et ensuite, une fois que mon pointeur suivant pointe vers le head, là, je peux modifier le pointeur de head puis le donner la référence de mon nouveau nœud. L'ordre est important parce que si je fais l'inverse, si je fais head est égal à ptr node en premier, là, on a perdu le reste des éléments de la liste parce que head est déjà mis à jour, puis ptr node, il n'y a pas encore eu la valeur du ptr suivant. Donc, si on regarde en termes de schéma, ce que ça ressemblerait à une insertion en début de liste, disons que je me fais une liste avec 2 items, comme ça. Puis moi, je vais venir insérer ici. Je vais me créer un nouveau nœud. Je vais lui dire son suivant est égal à ma head, donc ce nœud-là ici. Puis c'est ensuite que je vais venir défaire ce lien-là, puis venir le pointer sur mon nouveau nœud. Je vous disais que si je fais l'inverse, j'ai un problème. Donc, encore une fois, j'ai mon nouveau nœud. Si je commence par modifier mon pointeur head, donc supprimer ça puis l'envoyer ici, là, j'ai plus aucun moyen de venir rejoindre cet élément-là. Son adresse est perdue. Donc, c'est bien important d'assigner cette valeur-là en premier, puis ensuite mettre la head vers mon nouveau nœud. Puis, dans le cas où je n'insère pas en début de liste, donc j'insère une position arbitraire, là, je vais devoir trouver l'item précédent de où je veux insérer. Donc, si je me refais une liste, disons, de 3 éléments, puis lui, il va pointer sur nul. Puis que si je veux insérer ici, notre PTR Tracer va permettre de trouver le nœud précédent à l'emplacement où on veut insérer. Donc en ce moment, on veut insérer à l'index 1, par exemple. Donc la boucle va parcourir de 0 à index 1-1, donc 0. Donc 0 plus petit que 0. Donc aucune fois on va avancer. Donc notre tracer va seulement être égal à la head. Effectivement, le nœud qu'on a trouvé ici, c'est bien le précédent de l'endroit où on veut insérer. Puis là, c'est la même logique de se créer un nouveau nœud dans lequel on met une valeur. Puis, on va prendre notre tracer, flèche ptr next, donc son suivant au nouveau nœud est égal à ici. Puis notre tracer, donc lui, son ptr next, l'élément pointé par tracer, son ptr next, il est plus égal à ça ici, il est égal au nouveau nœud. Donc, on vient de faire notre insertion dans un endroit arbitraire. On n'oublie pas de maintenir notre nombre d'éléments, notre count à jour. Donc, on l'additionne dans tous les cas. Si la valeur d'index d'insertion était valide, on incrémente notre count. Le append réutilise tout simplement le insert en envoyant la valeur du nombre total d'éléments. Donc, ça équivaut à insérer carrément en fin de liste. Ensuite, la suppression. On va essayer de se faire de la place. La suppression,
Encore une fois, il faut que l'index à supprimer. Donc, si je me refais une petite liste. Oups. Comme ça ici. Puis comme ça ici. Donc, il faut que l'index à supprimer soit parmi les index de ma liste. Donc ici, on remarque que le plus petit, c'est plus petit seulement. Pour avoir dans une liste qui contient 3 items, il faut absolument que l'indice soit plus petit que le nombre total. On réutilise le principe de notre tracer pour éventuellement trouver le nœud précédent de celui à supprimer, parce qu'il va falloir utiliser la même logique de mise à jour pour passer par-dessus le nœud à supprimer. On a le cas particulier où on supprime la tête. Donc, dans le cas où l'index à supprimer, c'est 0, tout simplement, on prend notre head, puis on met à jour sa référence vers le tracer flash next. Donc, on vient de passer par-dessus comme ça. Puis, tracer contient déjà une référence vers ce nœud-là ici. Donc, on peut faire notre delete sur tracer. Si on ne supprime pas en début de liste, c'était le seul cas particulier étant donné qu'on n'a pas de pointeur de queue à mettre à jour. Donc, dans le cas où on ne supprime pas en début de liste, on va juste refaire notre tracer. Notre tracer est encore égal à head. Il faut utiliser la même logique de trouver l'item précédent. Donc, si je veux supprimer l'item, disons qu'on va supprimer le 2 cette fois-ci, index 2 moins 1, donc i plus petit que 1. Donc, on va avancer au moins une fois. Seulement qu'une fois, parce qu'après ça, 1 plus petit que 1, c'est faux. Donc, notre tracer est maintenant égal à l'index 1. On va utiliser une variable temporaire pour stocker le pointeur à supprimer. Le pointeur à supprimer. Ensuite, on va mettre à jour ce qui est pointé par tracer. Son next va être égal au next du pointeur à supprimer. Donc, ultimement, nul dans ce cas-ci, mais ça pourrait être un autre nœud. Donc, on vient de défaire ce lien-là ici. Donc, l'item à l'index 2 fait plus partie de la liste. Puis, on peut faire notre delete, car on a encore la référence avec notre pointeur delete ici. Puis, il faut mettre à jour notre count pour réduire d'un élément. Quand on veut connaître l'index d'une valeur, là, dans ce cas-ci, c'est en considérant qu'on utiliserait la première valeur. S'il y avait plusieurs fois, je ne sais pas, le chiffre 5, ça serait dès qu'on en trouve un. C'est tout simplement de parcourir toute notre liste avec la même méthode qu'on a vue tantôt. Donc, en avançant, notre PTR est égal à PTR flash next. Puis, en incrémentant un count à chaque fois qu'on avance. Puis, si on trouve notre item, on retourne le count où on est rendu. Donc, si la première fois on le trouve, notre count va être déjà à 0. Puis, à chaque fois qu'on avance, on serait rendu à 1, 2, 3, 4. Dans le cas où on ne trouve pas la valeur demandée, on retourne moins 1 par défaut. Parce qu'un index moins 1, ça n'existe pas. Donc, c'est logique que ça soit, il n'était pas trouvé. Puis ensuite, si on veut récupérer l'item à une certaine position, un petit peu la faiblesse de la liste chaînée, contrairement au tableau où c'était très simple, on doit commencer par vérifier que l'index est dans les bornes de notre tableau. Donc, même principe que tantôt, c'est seulement plus petit. Pour que si j'ai 3 items, l'index doit être plus petit que 3, étant donné qu'on garde le principe qu'on part à 0. On utilise le même principe pour naviguer, pour avancer d'un certain nombre de pas. Donc, si je cherche le 3e item, je vais avancer 3 fois, 2 fois en réalité, étant donné que j'ai un plus petit. Donc, j'avance avec la méthode du PTR est égal à PTR next, toujours. C'est juste que plutôt que d'utiliser une boucle while,
j'utilise un for qui me permet de compter automatiquement de combien de pas je vais avancer. Puis ensuite, notre méthode item at, même principe que le tableau, on retourne un int étoile parce que ultimement, ça se peut qu'on ne trouve pas l'item à cet index-là si c'est un index qui est pas valide. Donc, on retournerait nul. Puis si on le trouve, étant donné que c'est un pointeur, puis que dans notre structure, c'était une valeur, un entier simplement qu'on avait stocké, il faut retourner l'adresse de l'entier stocké au niveau de notre structure node. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute le « et » ici. Donc, si on regarde au niveau de l'exécution ce que ça donne, c'est exactement le même principe, c'est les mêmes commandes en fait que ce qu'on avait pour le tableau dynamique, sauf qu'on remarque qu'il n'y a jamais d'items superflus qui sont vides. On a seulement les items qu'on a besoin. Quand on fait des suppressions, la liste est mise à jour. Le 7, 9, on supprime ici là, la position 1. Ensuite, on réinsère les 10, 20, 30, 40. Ici, on réinsère. Ensuite, trouver l'index de 50. C'est bel et bien le 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, trouver l'item à la position 2. 0, 1, 2, c'est bel et bien 10. Puis, trouver l'item à la position 10 et 50, on arrête à la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on arrête à l'index 9. Donc, 10 et 50 n'en font pas partie, donc ils ne sont pas trouvés, ils n'existent pas. Donc, si on compare l'exécution de nos deux programmes, on remarque qu'à gauche, notre tableau dynamique, il y a tout le temps de la mémoire qui est gaspillée parce qu'on doit allouer de l'espace au cas où, versus qu'à droite, la liste ne contient que les items dont on a besoin. C'est ce qui résume les exemples de la liste chaînée et du tableau dynamique.